Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Institut du travail de Saint-Étienne, d'être venu à cette conférence en dépit des circonstances. Alors, pour les personnes qui ne l'auraient pas fait, je vous demanderai de soit vous inscrire directement sur la liste qui est en début, enfin à l'entrée de la salle, de l'amphithéâtre, ou alors de le faire à la fin de la conférence. Ne pas oublier de mettre vos coordonnées, notamment votre adresse mail. Ce n'est pas tant votre téléphone qui nous intéresse que votre adresse mail. C'est pour la diffusion des futures conférences de l'Institut du travail. Si jamais vous n'étiez pas dans la liste de diffusion, que nous puissions éventuellement l'actualiser. Alors, vous êtes là au rendez-vous d'une conférence qui va être faite par Fanny Vincent. Fanny Vincent, que je remercie d'avoir accepté de faire cette conférence prévue depuis longtemps avec Serge Proust, mais qui va avoir lieu dans des circonstances un petit peu particulières qui sont celles de la crise sanitaire. Alors, comme vous le savez, c'est Serge Proust qui habituellement, qui est un sociologue, qui est habituellement animateur notamment des conférences ayant un thème de sociologie. Mais comme il est indisponible, il m'a demandé de le remplacer au pied levé et j'ai évidemment accepté, bien évidemment, car il ne s'agit pas d'une conférence sur un thème habituel, sur un thème anodin, mais sur la crise qui affecte les hôpitaux publics en France, crise qui a été rendue d'autant plus criante en contexte de pandémie. Il nous a donc semblé, à Serge et à moi-même, opportun de maintenir cette conférence et de ne pas l'annuler en dépit des circonstances, et aussi précisément du fait des circonstances, en dépit des circonstances et du fait des circonstances actuelles. D'autant que la crise de la Covid-19 a relancé le débat sur le délabrement de l'hôpital public et sur les défaillances en matière de matériel. On sait que les soignants, on l'a vu à la télévision, dans la presse, les soignants manquent de tout, des masques, des respirateurs, etc. Donc, la conférence d'aujourd'hui est tout à fait à propos. Et Fanny Vincent, qui s'est intéressée à cette question-là, va nous faire cette présentation. Alors, une petite présentation de Fanny Vincent, qui est maîtresse de conférence à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Elle est liée au laboratoire Triangle, spécialisé en sociologie du travail et sociologie de la santé, qui fait double casquette qui est particulièrement intéressante pour l'Institut du travail. Elle a été avec Frédéric Pierru, qui est sociologue au CNRS et chercheur au CERAPS, et avec Pierre-André Juvin, l'un des auteurs de l'ouvrage La casse du siècle, à propos des réformes de l'hôpital public, qui a été publié en 2019, en avril 2019, aux éditions Raison d'agir. Donc, ce livre qui propose une analyse des politiques hospitalières successives qui ont abouti, selon les auteurs, à la crise actuelle que connaît l'hôpital. Du coup, l'objet de cette conférence sera de lancer un regard de sociologue, mais ce regard de sociologue et cette conférence interpelle la juriste que je suis et aussi évidemment le public, et tout particulièrement la juriste travailliste, spécialisée du droit du travail que je suis, mais aussi la citoyenne et la mère de famille entourée de personnel hospitalier. Donc, du coup, cette conférence m'intéresse tout particulièrement. Voilà, donc notamment la partie organisationnelle que vous allez sans doute évoquer, et les répercussions de cette crise sur le personnel, la question des RPS en augmentation parmi le personnel qui sont pour certains au bord de la crise de nerfs, les mobilisations, les grèves récurrentes au sein de l'hôpital. Donc tous ces moments de crise nous semblent révéler pour nous et interpellent aussi le gouvernement l'importance de disposer de services publics efficients parce que forts et efficaces. Donc, une fois que cette conférence de Madame Vincent sera terminée, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Et sur cette partie questions, nous serons attentifs aux interventions de 2 personnes qui sont dans le public et nous attendons les questions aiguisées de 2 sociologues, Jérôme Michalon et Michel Rothenberg, qui pourront intervenir sur le point de vue aigu et aiguisé de sociologues. Voilà, à vous la parole. Merci, vous m'entendez tous? Merci du coup de l'invitation. J'espère que je serai à la hauteur de mon auditoire et du nombre de personnes que vous êtes ce soir en face de moi et en ligne. Donc je vais vous parler essentiellement du bouquin qu'on a écrit avec Frédéric Pierru et Pierre-André Juven et vous faire une présentation de cet ouvrage en essayant
de l'inclure dans une conclusion générale sur la crise actuelle, ou en essayant d'émailler mon propos d'éléments sur la crise actuelle que j'ai étudié, mais par petites bribes et pas du tout de manière exhaustive. Alors cet ouvrage, donc je vous l'ai dit, et ma collègue l'a dit aussi, on a été 3 à l'écrire. C'est l'objet en fait d'une sorte de prise de hauteur par rapport aux enquêtes qu'on a menées chacun respectivement en tant que sociologue de la santé et avec des casquettes différentes. Mes collègues se sont intéressés à la question des mobilisations, à la question du financement de l'hôpital, à la question des conditions de travail pour ma part. Et donc, on a essayé de savoir comment articuler toutes ces enquêtes et tous les résultats qu'on avait. Et on est parti du constat qui est partagé par tout le monde, autant la classe politique que les soignants, que nous, que l'hôpital allait mal, et de plusieurs indicateurs qui nous ont permis de saisir cette situation de malaise de l'hôpital. Alors, on en a pris 4, j'en rajouterai un autre aussi, au vu de la crise actuelle. Ces 4 indicateurs, le premier, c'est le nombre de passages aux urgences. En 20 ans, vous l'avez beaucoup entendu ce chiffre ces derniers mois, le nombre de passages aux urgences a doublé. On est passé de 10 millions de passages aux urgences à 21 millions. Donc voilà, une activité à l'hôpital qui est considérablement accrue. Le deuxième indicateur, c'est le nombre de lits qui ont été fermés et le nombre de lits qui ont été ouverts aussi. Entre 2003 et 2017, il y a 68 000 lits d'hospitalisation à temps complet qui ont été fermés dans les hôpitaux et parallèlement 26 000 lits d'hospitalisation à temps partiel, c'est-à-dire des hospitalisations pour moins de 24 heures, donc à la journée, qui ont ouvert. Sauf que, vous allez me dire, les chiffres ne regardent pas la même chose, ils ne se compensent pas, évidemment, il y a plus de destruction que de création, mais ce qu'il faut voir, c'est que les créations sont surtout dans le secteur privé et les fermetures des lits sont surtout dans le secteur public et dans des secteurs qui sont différents aussi. On ferme beaucoup de lits en gériatrie et ce n'est pas nécessairement là, dans le privé, qu'on les ouvre. Et puis, en creusant un petit peu mes recherches ces dernières semaines, je vais essayer même de remonter encore plus loin sur le mouvement de fermeture des lits. Et si on remonte à 1990, de 90 à 2017, c'est 160 000 lits qui ont été fermés, à peu près un tiers du parc, ce qu'on appelle le parc hospitalier. Et récemment, l'année 2018 et l'année 2019, ça a continué, on est autour de 7 400 fermetures de lits. Donc quand le Ségur de la Santé met sur la table 4 000 lits, 4 000 nouvelles créations de lits à la demande, en plus on ne sait pas trop vraiment comment ça se concrétise, mais ça ne compense pas du tout ce qui a été fermé sur la seule année dernière, plus l'année d'avant. Ah, le plus près. Ok. C'est bon? J'arrête de bouger. Très bien. Du coup, ça, c'est le deuxième indicateur qu'on a pris. Le troisième indicateur, c'est celui des effectifs, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les soignants, le nombre de soignants augmente, c'est vrai, si on prend du recul d'un point de vue historique. Le nombre de personnel à l'hôpital public n'a cessé d'augmenter au fil des années. Simplement, cette augmentation, il faut la mettre en comparaison avec l'augmentation de l'activité, qui, elle, a augmenté bien plus vite et bien plus fort que les effectifs. Et il faut aussi mettre ces effectifs en parallèle des arrêts maladie parce qu'ils impactent évidemment les ressources disponibles et les effectifs disponibles pour travailler dans les services. Et on sait que l'hôpital public est un secteur où l'absentéisme est particulièrement fort, notamment l'absentéisme pour raison de santé. Et on sait par ailleurs que l'absentéisme pour raison de santé est fortement corrélé avec des conditions de travail dégradées. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui est largement au-dessus de la moyenne nationale en termes d'arrêt maladie par an et par agent. L'hôpital public, c'est 10,2 jours d'arrêt maladie par an et par agent, quand la moyenne nationale, c'est 7,9 jours. Troisième indicateur. Quatrième indicateur, c'est les moyens financiers dont dispose l'hôpital public. Là encore, si on prend un peu de recul d'un point de vue historique, l'hôpital a été financé de plus en plus, si vous voulez, d'un point de vue de la masse budgétaire consacrée à l'hôpital, c'est en augmentation, mais encore une fois, ces augmentations ne sont pas à la hauteur de l'activité et de ce qu'on appelle le rythme naturel d'augmentation des besoins de santé de la population. Et donc, à chaque fois, même si cette grosse enveloppe qui s'appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, j'y reviendrai, qui encadre en fait les dépenses de santé tous les ans, même si cette grosse enveloppe augmente d'année en année, elle augmente pas assez rapidement ou pas à hauteur de ce dont il serait, de ce qu'il serait nécessaire. Pardon. On est autour de 2,1, 2, 3, 4, 5% chaque année, alors qu'il faudrait, selon les estimations de la Cour des comptes, 4,5% minimum.
Et là, aujourd'hui, on est sur un Ondam à 6%, qui serait quelque chose d'historique. Le gouvernement le présente vraiment comme voilà, une augmentation des dépenses de santé historique suite à la crise, et puis suite au Ségur de la santé, qui a donné des gains financiers, notamment en termes de salaire aux soignants. Augmentation de 6%, sauf qu'en réalité, quand on regarde encore derrière, ça ne compense pas ce qui est nécessaire pour les hôpitaux pour faire face à la crise, ça ne compense pas non plus les mesures du Ségur de la santé, et ça équivaut, encore une fois, à réaliser 4 milliards d'économies. Donc ces 6% d'augmentation, en fait, il faut les relativiser aussi, parce que derrière, ça ne couvre pas tout. Et le dernier indicateur qu'on peut prendre aujourd'hui, si on devait réécrire le bouquin aujourd'hui, je pense qu'on prendrait l'indicateur des déprogrammations d'activités qui ont eu lieu du fait du Covid ces derniers mois, particulièrement au printemps pendant le confinement. Des programmations qui nous a permis apparemment de gérer la crise haut la main, je ne sais pas, mais en tout cas qui nous aurait permis en tant que nation de nous en sortir pas trop mal dans cette crise. Et du coup au prix voilà, d'opérations repoussées, de chimio annulées, etc., etc. Donc cette crise, ce constat que l'hôpital va mal, on est à peu près tous d'accord. Simplement, les grilles de lecture des raisons de ces dysfonctionnements et de ces maux de l'hôpital divergent, et divergent notamment selon deux groupes d'acteurs, alors qui ne sont pas complètement hermétiques. Il y a des transferts entre ces groupes d'acteurs, mais d'un côté, schématiquement, on aurait plutôt le groupe des réformateurs qui ont diagnostiqué les problèmes de l'hôpital comme étant des problèmes d'organisation, c'est-à-dire que si l'hôpital va mal aujourd'hui, c'est parce que l'hôpital manque d'organisation, parce que l'hôpital coûte trop cher. Il coûte trop cher justement parce qu'il est mal organisé, parce que les soignants sont mal organisés, parce que l'hôpital est mal géré. Cet hôpital, les réformateurs considèrent aussi qu'il coûte trop cher parce qu'il fait trop de choses. C'est-à-dire que l'hôpital a été, au fil des années, constitué en centre du système de santé. On parle d'hospitalocentrisme, tout est centré autour de l'hôpital. L'hôpital coûte trop cher. Très bien, bon, ça c'est la première grille de lecture. Il faut simplement préciser que cet hospitalocentrisme, c'est l'État lui-même qui l'a imposé et créé à la fin des années 50 avec la réforme Debré de 1958. Et puis cette grille de lecture qu'on a qualifiée d'organisationnelle gestionnaire, elle s'est aussi ancrée dans la critique de dysfonctionnement qui avait été identifié à l'hôpital, à savoir des dysfonctionnements liés au poids trop fort, trop important de chefs de service, de médecins, qui ont été qualifiés, décrits comme irresponsables d'un point de vue économique, beaucoup trop autonomes, gérant leurs services de manière complètement obscure, et donc à cette domination plutôt mandarinale, qui était aussi au passage une domination masculine, mais ça, c'est pas nécessairement ce qui a été retenu, s'est substitué finalement au fil des années une domination d'un autre type, une domination de type gestionnaire à l'hôpital, qui a généré un certain nombre de faillites, qui a précarisé les établissements de santé et les soignants et les patients, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter maintenant, mais simplement sur ces grilles de lecture. L'autre grille de lecture qu'on oppose aussi de ces dysfonctionnements hospitaliers ou de ce qui ne fonctionne pas à l'hôpital, c'est la grille de lecture qui est plutôt utilisée par les mouvements sociaux, par les syndicats, par les soignants, par les collectifs interurgences et interhôpitaux ces derniers mois, et qui lie la situation de l'hôpital comme une situation résultant d'un manque de moyens humains, financiers et matériels. Donc voilà, opposition de deux grilles de lecture sur le diagnostic de la situation hospitalière aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que cette domination gestionnaire qui a gagné, on va dire, face à l'autre grille de lecture d'un hôpital manquant de moyens, cette domination gestionnaire, elle a entraîné plusieurs types de faillites, et je vais vous en détailler trois. Une faillite d'un point de vue financier d'abord, ensuite une faillite organisationnelle et une faillite humaine. Alors, la faillite d'un point de vue financier, elle est visible dans le fait que l'hôpital, en fait, s'est transformé, on va dire, en entité financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, l'hôpital était ce qu'on a qualifié d'une entité budgétaire, c'est-à-dire que l'hôpital gérait un budget. Au fil des années, l'hôpital, particulièrement depuis le passage à la T2A, la tarification à l'activité au début des années 2000, l'hôpital est devenu une entité financière, c'est-à-dire qui gère des finances comme une entreprise. Donc, l'indicateur de ce changement dans la nature de l'hôpital, c'est ce mode de financement, cette tarification à l'activité. Quel est le principe de cette tarification à l'activité? Je ne sais pas exactement à quel point vous êtes familier
de ces sigles de T2A et du fonctionnement de l'hôpital, mais très simplement, comment fonctionne la T2A, quel est son principe? Eh bien, l'idée, c'est de financer l'hôpital sur ce qu'il produit. Et qu'est-ce que l'hôpital produit? L'hôpital produit des soins, produit des séjours. Les soins, en fait, ont été regroupés en fonction de grandes familles, qu'on a appelées des séjours, des groupes homogènes de malades. Donc, par exemple, le groupe de séjour fracture de la hanche, le groupe de séjour opération cardiaque, le groupe de séjour accouchement par voie basse sans complications, etc. Ces catégories se sont affinées au fil du temps. Il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus complexe. Et à chaque type de séjour, eh bien, en fait, au ministère de la Santé, donc avec l'aide de chercheurs en gestion, des hauts fonctionnaires qui étaient formés de plus en plus aux questions économiques et aux questions au savoir de gestion, eh bien, ils ont réfléchi à attribuer des coûts en fait à ces différents types de séjours. Combien coûte en moyenne une opération de la hanche, combien coûte en moyenne un accouchement, combien coûte en moyenne un avortement, etc., etc. Et sur la base de ces coûts, on a établi des tarifs, que l'hôpital facture à l'assurance maladie qui lui rembourse. Donc, il fait je dis n'importe quoi, 400 avortements par an, et bien l'hôpital sera payé 400 fois le tarif pour l'avortement, plus 400 fractures de la hanche, donc le tarif multiplié, enfin l'ajout de tous ces tarifs par groupe homogène de séjour. Donc ça, c'est le financement à l'activité. Ce financement à l'activité, il peut vous paraître assez logique finalement. On facture, on est remboursé sur ce qu'on a produit. Voilà, ça pourrait paraître assez logique. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que d'une part, il y a des séjours sur lesquels les coûts et les tarifs sont assez bien calculés, c'est-à-dire que le séjour coûte à l'hôpital, rapporte à l'hôpital à peu près ce qu'il lui coûte, mais il y a des séjours pour lesquels ce n'est pas du tout le cas, et des séjours pour lesquels l'hôpital dépense beaucoup plus d'argent pour prendre en charge ses patients que ce qui lui est remboursé par l'assurance maladie. C'est particulièrement le cas de la diabétologie, de l'hématologie, etc. Et ce qui est rentable, au contraire, c'est des activités assez standardisées, assez routinisées, la cataracte, les dents de sagesse, etc., etc. Donc, premier élément, il y a des séjours qui sont des fardeaux financiers pour l'établissement et il y a des séjours qui sont rentables. Deuxième problème qui est posé par le financement à la tarification à l'activité, c'est que ce financement n'a pas rompu avec une logique d'enveloppe globale, c'est-à-dire avec une logique de fermeture des budgets hospitaliers. On dit à l'hôpital, vous êtes payé en fonction de l'activité que vous faites, mais il y a toujours ce mécanisme de ce qui s'appelle l'ONDAM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contraint le volume global des dépenses de santé et donc le volume global des dépenses que l'hôpital peut faire d'un point de vue général, d'un point de vue national. Donc en fait, les établissements se retrouvent à devoir produire de plus en plus d'activités pour essayer d'avoir de plus en plus de recettes, sauf qu'en fait, ils sont quand même contraints, limités par le cadre national de l'évolution des dépenses de santé. Je ne sais pas si je suis claire. L'autre conséquence de ce mode de financement à l'activité, c'est l'autonomie des établissements, c'est-à-dire le fait que les hôpitaux, particulièrement les directeurs de ces hôpitaux, ont été rendus responsables et autonomes d'un point de vue financier, c'est-à-dire responsables de leur situation financière. Les directeurs d'hôpitaux ne sont plus seulement des gens à qui on demande de gérer des moyens qui sont alloués à l'hôpital, mais ce sont aussi des gens à qui on demande de réfléchir en termes économiques pour que la situation de l'hôpital soit une situation financière saine. Donc, c'est-à-dire, on leur demande de réfléchir un petit peu comme des chefs d'entreprise, quelles sont les bonnes affaires, les bons investissements, quel type de séjour et de prise en charge rapporte plus, pourront derrière lui rapporter des parts de marché face aux autres établissements. Et donc, si vous voulez, ce problème, d'une part, cette situation, pardon, c'est que d'une part, ça a généré tout un tas de difficultés pour des établissements qui n'arrivaient pas à avoir une situation financière saine, qui, pour certains, se sont retournés vers des partenariats publics-privés pour financer certaines structures, ou se sont tournés vers des emprunts qui se sont avérés après toxiques, puisque ils ont été aussi laissés un peu seuls face aux banques pour négocier les prêts face au sous-financement de l'État. Et la deuxième conséquence de ce mode, de cette autonomie financière des établissements, c'est en fait la confusion des rôles entre le rôle du directeur d'établissement, gestionnaire des moyens, et le rôle du chef d'entreprise, finalement, qui doit penser en termes de bonne affaire et de stratégie économique.
Donc les responsabilités ont changé et qui est responsable de la situation financière des établissements? Eh bien, ce sont les établissements eux-mêmes, les directeurs eux-mêmes. C'est un petit peu comme la dette de la SNCF, c'est même exactement comme à la SNCF, où les structures ont été rendues responsables de leur mauvaise situation financière. Et derrière, ça donne lieu à des plans de retour à l'équilibre et à tout un tas de restructurations qui souvent aggravent encore plus la situation de l'hôpital parce qu'on run sur les dépenses de personnel, parce que du coup, les personnels sont encore plus épuisés. Il faut remplacer, il faut faire de l'intérim, mais ça coûte encore plus cher. Bref, cette faillite financière, cette précarisation des établissements d'un point de vue financier, donc elle a beaucoup été critiquée à partir de cette T2A. Et cette T2A, le gouvernement, enfin, pas le gouvernement actuel, le gouvernement d'avant, enfin bref, Macron a très bien compris que c'était le centre des critiques des médecins et des soignants. Et il s'est dit, bon, bah voilà, il faut en effet réformer l'hôpital, il faut sortir de ce tout T2A. Et Agnès Buzyn, quand elle est arrivée au ministère de la Santé, elle a clairement dit « l'hôpital n'est pas une entreprise, on ne peut pas continuer comme ça. En effet, il faut revoir le mode de financement de l'hôpital ». Donc, elle a ouvert des chantiers sur comment financer autrement l'hôpital que uniquement par cette tarification à l'activité. C'était assez malin de la part du gouvernement, puisqu'il pensait désarmer un certain nombre de critiques en s'attaquant à cet instrument controversé. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne change pas, on n'a pas véritablement ouvert le bon débat. Enfin, je pense en effet qu'il faut revoir le mode de financement, mais en s'attaquant à la T2A, on s'est attaqué finalement à un instrument, donc à quelque chose d'assez technique, et non pas au moyen global qu'on qu'on donnait et qu'on allouait à l'hôpital. Donc en se focalisant sur la T2A, eh bien, on a finalement oublié que le problème de fond de l'hôpital, c'est cet objectif national des dépenses d'assurance maladie et c'est les moyens globaux qui sont accordés à l'hôpital. Le deuxième type de faillite sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la faillite d'un point de vue organisationnel, la précarisation d'un point de vue organisationnel de l'hôpital. Quand je dis organisationnel, c'est à la fois du point de vue du travail et du point de vue des prises en charge des patients, des soins, de l'organisation globale des soins. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus aussi? Parce que cette entreprise de rationalisation du financement de l'hôpital et de sa gestion à travers la remise à plat du mode de financement et l'instauration de la T2A, elle s'est aussi accompagnée, depuis même bien avant la réflexion sur la tarification à l'activité, elle s'est accompagnée d'une réflexion sur l'organisation du travail à l'hôpital et ce que le travail impliquait d'un point de vue financier. Est-ce que l'organisation du travail pouvait impliquer d'un point de vue financier? Pourquoi? Parce que tout simplement, pas tout simplement, mais notamment parce que le travail, les dépenses de personnel, ça représente à peu près 64% du budget de l'hôpital aujourd'hui. Et donc, c'est un des premiers postes de dépenses qu'on regarde quand il faut faire des économies. Mais ce n'est pas la seule raison. Derrière, il y a aussi une certaine vision du travail soignant qui a été diffusée à travers les entreprises de réorganisation du travail. J'y viens. Il y a un instrument qui a été privilégié pour réorganiser le travail et s'interroger sur ce que coûtait le travail soignant, c'est le temps de travail. Le temps de travail, ça a été un point de focalisation, certes depuis les années 80 où les réformes gestionnaires se sont intensifiées, mais même bien avant, c'est-à-dire même au moment de la loi de 1919 sur le travail en 8 heures. Déjà à ce moment-là, on commence à s'interroger sur ce que produisent les soignants dans les établissements, sur ce que coûte finalement le travail, sur ce qu'elles font réellement. Et on a commencé à dire que peut-être que si on organisait mieux la journée de travail, eh bien, ça pouvait coûter un petit peu moins cher. Et donc, il y a un certain nombre de temps qui ont été pointés comme des temps improductifs, les temps qu'on a qualifiés de flânerie, des temps morts, les temps de pause, les temps de chevauchement entre les équipes, les temps de transmission d'informations, les temps de pause pour déjeuner, tout ça, ça a été pointé comme des temps morts inutiles qu'on pouvait essayer de raccourcir pour essayer de gagner en efficacité du travail et derrière faire des économies. Je vous ai parlé de la loi de 1919. L'apogée de cette logique d'aménagement de l'organisation du travail pour faire des économies, c'est la loi sur les 35 heures qui est appliquée à l'hôpital en 2002 et qui part du principe, la loi, on va dire, les promoteurs de la loi et la direction des hôpitaux du ministère de la Santé, quand ils font passer les 35 heures à l'hôpital, ils partent d'emblée du principe que la réduction du temps de travail de 10%, on passe de 39 heures à 35 heures,
se compensera par 5% de création de postes et 5% de gain de productivité. Ce sont les termes qui sont utilisés par le directeur des hôpitaux de l'époque. Donc, en gros, on va réduire le temps de travail pour traiter la question de la pénibilité du travail, mais de l'autre côté, on demande aux soignants, on demande aux cadres de santé de revoir l'organisation du travail pour gagner en productivité, pour essayer de rendre le travail plus efficace. Derrière, il y a une certaine vision du travail soignant qui se cache, qui est en fait la suspicion depuis le début du XXe siècle que le travail soignant n'est pas véritablement un vrai travail ou qu'en tout cas, il n'est pas un vrai travail productif. Et une des explications que moi j'avais avancées, ou en tout cas sur lesquelles j'avais travaillé dans le cadre de ma thèse, c'est que si ce travail soignant n'est pas considéré comme un vrai travail, c'est notamment parce qu'il est réalisé par des femmes qui sont peu considérées socialement. Et c'est particulièrement vrai au début du siècle. Une heure de travail d'une infirmière, même si elle ne s'appelle pas encore comme ça, à l'hôpital ne vaut pas à cette époque une heure de travail d'un ouvrier à l'usine. Et donc, il y a en permanence ce soupçon que eh bien, finalement, ce temps de travail n'est pas vraiment productif, qu'on s'arrête, qu'on surveille les patients, mais que ce n'est pas vraiment du travail, etc., etc. Et ça irrigue finalement tout le XXe siècle. En permanence, on se dit qu'on peut réorganiser un peu le travail, qu'il y a toujours des temps morts qui sont utilisés à faire autre chose, qui ne sont pas véritablement des temps travaillés. Bon, cette réduction du temps de travail, couplée à cet aménagement du temps de travail pour mieux le réorganiser et productiviser le travail, il a eu plusieurs conséquences. La première, c'est l'intensification du travail, dont on parle beaucoup. Une intensification du travail parce qu'on a moins de temps pour faire une charge de travail qui est équivalente, voire en augmentation permanente, pardon. Parce qu'on est aussi moins nombreux, ou en tout cas pas assez nombreux face à l'augmentation de la charge de travail. Les augmentations d'effectifs, quand on s'intéresse par exemple aux 35 heures, ne compensent jamais les réductions du temps de travail qui sont accordées, comme je vous l'ai précisé, avec les 35 heures. Ces 10 dernières années, j'ai 2 chiffres à vous donner qui sont avancés par Pierre-Louis Bras, qui est IGAS, inspecteur général des affaires sociales, qui n'est pas franchement la figure du révolutionnaire ou du gauchiste, qui lui dit que sur ces 10 dernières années, la productivité des soins a augmenté de 14%, quand dans le même coup, les effectifs soignants ont augmenté de 2%. Donc on voit là cette logique d'intensification du travail à travers ces chiffres. Alors évidemment, quand on parle d'intensification du travail, il ne faut pas penser, et je ne veux surtout pas dire que le travail soignant est en permanence une course au temps. Pris dans sa globalité, bien sûr que les soignants sont tout le temps en train de courir après le temps, mais quand on est dans les services de soins, oui, il y a des temps qui sont des temps où on a plus le temps de discuter, où on peut se poser dans le poste de soins, faire le point sur certaines choses. Mais ces moments de calme, il faut se rendre compte qu'en fait, ils sont systématiquement utilisés pour rattraper le retard qui est pris sur d'autres tâches, notamment sur des tâches bureaucratiques, sur le relevé de la température, le relevé de la température des poches qui sont dans le frigo, ou le fait d'aller remplir la pharmacie, etc., etc. Et donc, ils sont systématiquement mis à profit pour rattraper le retard, et ils ne sont jamais considérés comme des temps légitimes permettant de renouveler la force de travail, comme une compensation légitime du surtravail qui peut être effectué par ailleurs par les soignants. Autre conséquence de cette réduction du temps de travail et de la productivisation du travail, c'est la réduction du temps relationnel et du temps donc consacré aux patients. Voilà, je m'arrête là, on pourra en rediscuter. Autre conséquence, l'effritement des collectifs de travail, puisque en allant systématiquement regarder les temps de pause, les temps de transmission, les temps de chevauchement d'équipe, les temps de repas, et bien finalement, ce sont des temps qui sont des temps de construction du collectif qu'on remet en question, et des temps de construction de savoir professionnel, d'une culture professionnelle et de transmission aussi d'informations et d'expériences particulièrement importants pour prendre en charge les patients correctement. Et dernière conséquence de avec cette intensification du travail, c'est finalement le maintien d'un régime historique de disponibilité permanente des soignants. Il y a en permanence des débordements du temps de travail quotidien. Les soignants partent régulièrement après l'heure à laquelle ils devraient partir, ou arrivent plus tôt. Ils sont régulièrement rappelés sur leurs jours de repos, notamment parce que les arrêts maladie se multiplient.
Et parce que tout simplement, quand on a calculé les effectifs dans un certain nombre de services, on n'avait pas intégré tout simplement le fait que les soignantes pouvaient tomber enceintes et partir en arrêt maladie. Donc les effectifs ont été calculés parfois, souvent, au plus juste, sans intégrer ces absences. Donc tout ça, ça entretient finalement un service public hospitalier qui fonctionne grâce au surtravail, grâce au travail gratuit, on peut le dire, des professionnels de santé, fonctionnant dans un certain sens sur la charité des professionnels de santé. Et il me semble que ça remet en question l'idée même qu'un droit du travail puisse s'appliquer à l'hôpital et aux travailleurs du service public. Alors cette intensification du travail, elle s'accompagne aussi de deux autres mouvements sur lesquels je m'arrêterai un petit peu moins, qui sont la flexibilisation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire un personnel qui est de plus en plus vu comme interchangeable. On parle de ressources, ce n'est pas propre à l'hôpital, hein, bien entendu, mais on parle de ressources interchangeables. Il y a des pôles d'activité qui ont été créés, des pôles d'activité qui regroupent plusieurs services, où les soignants sont envoyés travailler parfois dans le service d'à côté du même pôle d'activité, qui n'est pas nécessairement leur service. On a créé aussi des équipes de suppléance, ce qu'on appelle aussi des poules parfois à l'hôpital, qui vont remplacer là où il manque une personne dans un service, de manière plus ponctuelle. On a aussi créé des grandes équipes, c'est-à-dire des équipes qui alternent le matin et l'après-midi, alors qu'avant on parlait plutôt de fixe du matin ou de fixe d'après-midi ou de fixe de nuit. Là, de plus en plus, les soignants peuvent travailler soit du matin, soit d'après-midi, alternent parfois le jour et la nuit, de plus en plus là encore. Tout ça, c'est un mouvement de flexibilisation de la main-d'œuvre qui a pour conséquence de faire perdre la spécificité des métiers, de faire perdre les compétences et l'expérience, les savoir-faire, toutes les relations interpersonnelles qui se lient au sein des équipes et qui permettent de prendre en charge les patients dans de bonnes conditions parce qu'on connaît les patients, parce qu'on sait comment on travaille les uns avec les autres. Cette flexibilisation, elle insécurise les professionnels de santé, elle est génératrice de pression, de stress, d'une sensation de ne pas faire son travail correctement. Et surtout, il me semble que c'est là où c'est dramatique, elle déqualifie le travail, puisqu'on considère qu'une infirmière de cardiologie peut très bien aller remplacer en soins intensifs ou en pédiatrie. Il n'y a plus de compétences attribuées au travail dans des services particuliers. Le dernier indicateur de cette précarisation organisationnelle, c'est aussi le mouvement de bureaucratisation du travail, toute cette paperasse dont parlent les soignants qui accompagnent le travail, des indicateurs de plus en plus nombreux à remplir, des indicateurs qui peuvent être certes très intéressants pour mesurer certaines choses, mais qui ne disent jamais rien des moyens dont disposent les professionnels pour faire correctement ou non leur travail. Tout ça, ça précarise les soignants. Et là, je reprends les termes d'une sociologue qui s'appelle Danielle Linhart, qui dit qu'il y a une précarisation qui peut être de deux types, qu'on retrouve particulièrement à l'hôpital. Une précarisation à la fois objective, c'est-à-dire dans les conditions d'emploi, un recours de plus en plus grand aux contractuels, avec une flexibilisation sur les contrats de travail, sur le fait de travailler une fois du matin, une fois d'après-midi, une fois à droite, une fois à gauche. Une précarisation objective et une précarisation subjective du travail, dans le sens qu'on attribue à son travail, dans les repères qu'on y pose et dans la satisfaction qu'on peut avoir à faire son travail. Tout ça, cette précarisation, elle conduit les soignants parfois à se tourner vers des modes d'organisation qui peuvent être dérogatoires au droit du travail et qui contribuent à tirer profit de leur travail. Je ne m'arrête pas dessus, mais je le mentionne simplement. L'augmentation, par exemple, du travail en 12 heures d'affilée à l'hôpital, qui est un mode d'organisation du temps de travail complètement dérogatoire et qui, finalement, tire profit du travail des soignantes et de leur santé. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je ne vous écrase pas complètement de paroles. Le troisième type de faillite sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant, mais un peu moins longuement que les autres, c'est la faillite plutôt humaine qu'a généré cette succession de réformes, ces entreprises de réforme permanente de l'hôpital. Faillite humaine, c'est-à-dire que cette désorganisation, cette intensification du travail et cette réorganisation du travail, et aussi désorganisation du travail et d'organisation de travail qui avant étaient fonctionnelles, eh bien, elle a des effets sur la santé d'abord, sur la santé des personnels. Pourquoi? Parce qu'elle affecte la nature du temps de repos. Le temps de repos n'est plus un temps de repos, c'est un temps de récupération qui sert à peine au renouvellement de la force de travail,
n'est plus un temps qu'on peut consacrer à se reposer et à penser aux siens. Les soignants parlent en permanence d'une course au temps dans laquelle ils sont pris. Le fait que les soignants ramènent en permanence des douleurs chez eux et aussi une charge mentale ou une insatisfaction du travail qu'ils ont réalisé. Le travail ne s'arrête pas aux portes des vestiaires. Alors, à la différence de ce que tous disent, nous, on apprend à l'école que quand on ferme la porte du vestiaire, on laisse le travail dans le vestiaire. Quand on creuse un petit peu, c'est pas vrai. Le travail reste et il le ramène à la maison sous forme de douleur ou en permanence d'interrogation sur ce qu'ils ont fait et est-ce qu'ils l'ont fait correctement. Je vous ai parlé aussi des arrêts maladie au début de la présentation. Ça aussi, c'est un autre indicateur de cette faillite humaine et des effets sur la santé du personnel. Et puis l'absentéisme. L'absentéisme en partie lié à des conditions de travail dégradées, le burn-out et des suicides, alors qui sont a priori de plus en plus nombreux, même si c'est assez difficile de démêler ce qui est du ressort de la plus grande visibilité médiatique de cette question et de cette thématique de ce problème de la dégradation des conditions de travail et de la réalité, mais en tout cas une multiplication des observatoires sur les conditions de travail et le burn-out au travail. Cette faillite humaine, elle a aussi des conséquences, je vous l'ai dit, sur les collectifs et sur la capacité que les soignants peuvent avoir à tenir collectivement leur travail. Au contraire, là, chacun est renvoyé à son individu et à sa capacité individuelle à pouvoir tenir le rythme et l'insatisfaction qui peut ressortir du travail. Et puis, un dernier type de conséquences, dernier type d'indicateur dans cette faillite humaine, c'est évidemment les conséquences que peuvent avoir cette dégradation des conditions de travail sur les patients et sur la prise en charge des patients. Je vous disais qu'il y avait la dimension relationnelle du travail qui était particulièrement affectée, des soignants qui avaient l'impression de courir en permanence après le temps et de ne pas prendre en charge, de ne pas prendre en charge correctement, de ne pas avoir l'impression, de ne pas pouvoir discuter suffisamment avec les patients, pas pouvoir prendre le temps avec eux. Il y a aussi d'autres conséquences qui ont été montrées dans des travaux d'autres collègues sociologues. Par exemple, le fait que pour générer plus d'activité, il y a eu certains endroits où on a vu pour accélérer les cadences des accouchements, l'utilisation excessive d'ocytocine de synthèse pour accélérer les contractions, ou le recours massif à la césarienne. Il y a aussi les travaux de Nicolas Bélorget, par exemple, qui ont bien montré que les gestionnaires, en voulant réduire au maximum le temps d'attente aux urgences, en fait, ont contribué à une augmentation du taux de retour des patients aux urgences. C'est-à-dire que dans les services où on réduisait le plus le temps d'attente aux urgences, c'était aussi les services où les patients revenaient le plus après leur passage aux urgences, ce qui était le signe d'une dégradation de la qualité des prises en charge. Et puis, on pourrait dire aujourd'hui, autre indicateur, c'est conséquences sur les patients, les pertes de chance ce qu'on appelle les pertes de chance, qui sont dues aux déprogrammations liées au Covid et à la saturation des lits de réanimation et à une gestion à flux tendu des lits hospitaliers. Alors, tous ces types de faillites, ces éléments de précarisation de l'hôpital, ce qui pose vraiment problème, c'est qu'en fait, par les réformateurs et par tous ceux qui sont à l'origine des réformes de l'hôpital, ils ont toujours systématiquement été pris, non pas comme un problème, mais comme un point de départ, non pas comme le résultat des réformes précédentes, mais comme un point de départ pour promouvoir de nouvelles réformes, pour essayer de réorganiser l'hôpital et de le rendre plus efficient. Alors, dans ce tableau particulièrement sombre que je viens de vous dresser, il y a quand même une solution qui est identifiée par ceux qui veulent réformer l'hôpital. Une solution pour sauver l'hôpital public, c'est l'innovation. L'innovation, ce serait une manière de sauver l'hôpital en prônant un hôpital nouveau, un hôpital du futur. Et je vais prendre juste deux indicateurs de cette technophilie. Générale. Le premier, c'est le développement, le fleurissement de dispositifs et d'applications en tout genre à l'hôpital, de dispositifs numériques, de tablettes, de dispositifs connectés, etc., qui visent en réalité, même s'ils peuvent être très intéressants et apporter
bien évidemment des choses intéressantes pour la prise en charge des patients. Il n'empêche que les startups qui déploient ces dispositifs et ces applications, elles ont des objectifs de rentabilité derrière, donc ça pose question par rapport au fonctionnement du service public, mais surtout ces applications, elles visent, ou en tout cas elles ont pour effet de faire accepter les effets des réformes et de faire accepter la réalité d'un manque de moyens à l'hôpital, ou de faire accepter à l'hôpital et aux soignants qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de plus de moyens pour bien travailler. Il y a un exemple qu'on prend dans le bouquin, c'est une innovation d'une start-up qui doit s'appeler Healthcare Active, je crois, qui déploie dans les salles d'attente de consultation à l'hôpital des tablettes pour faire de l'éducation thérapeutique aux patients, et donc pour essayer, pendant leur temps d'attente, de les éduquer à leur maladie, de leur apprendre des choses sur comment se soigner, etc. Alors c'est assez intéressant parce que quand on regarde l'argumentaire derrière de cette innovation-là, eh bien, il présente ça comme permettant d'une part de résoudre le problème du temps d'attente avant la consultation, parce que les patients étant occupés avec leur tablette, finalement ne font plus vraiment attention au temps qu'ils sont en train d'attendre que le médecin vienne les voir. Et donc, le temps d'attente ne devient plus un problème. Et par ailleurs, derrière, le nombre de médecins, ou plutôt le manque de médecins pour les consultations, n'est plus non plus un problème, puisque on peut profiter de ce temps d'attente pour faire autre chose. Et le deuxième effet positif de ces tablettes, c'est que, en formant les malades, on va les éduquer à leur maladie, et la start-up part du principe qu'étant mieux éduqués, les patients consulteront moins et feront moins de complications, et donc coûteront moins cher à la sécurité sociale. Et encore une fois, s'ils consultent moins, il n'y a pas besoin de mettre plus de médecins, et tout est bon. Il me reste 10 minutes. 5 Le deuxième indicateur de cet hôpital, de l'innovation, comme permettant de sauver l'hôpital, c'est le fantasme de cet hôpital du futur, de cet hôpital aéroport, d'un hôpital qui ne serait qu'un lieu où les patients atterrissent, se font soigner et redécollent aussitôt. Donc un lieu en fait de soins plus qu'un lieu d'accueil, et donc la transformation de l'hôpital en lieu uniquement de soins. Là, il y a encore une fois deux éléments qui permettent de saisir ce fantasme, cet hôpital aéroport comme non-lieu d'accueil et comme lieu de soins. C'est le virage ambulatoire, ce qui est appelé le virage ambulatoire, c'est-à-dire toutes les politiques publiques visant à augmenter le pourcentage de chirurgie pris en ambulatoire, de chirurgie réalisée en ambulatoire, c'est-à-dire à la journée, sans hospitalisation des patients. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les pouvoirs publics. L'inspection générale des finances, l'inspection générale des affaires sociales trouvent ça absolument génial. Elles ont parlé de double dividende grâce à ce virage ambulatoire. Alors pourquoi double dividende? Parce que d'une part, ça va permettre d'améliorer la qualité des soins. Là, on prend les maladies nosocomiales qu'on combat depuis des années à l'hôpital. Là, on prend les maladies nosocomiales pour justifier le fait qu'il ne faut pas que les patients restent à l'hôpital parce qu'ils risqueraient de contracter des maladies nosocomiales et qu'ils sont mieux chez eux. Donc, c'est assez intéressant de voir le retournement qu'il peut y avoir aussi de l'usage de ces maladies. Premier dividende, et deuxième dividende, et bien évidemment, on économise le coût d'équipes de nuit, de lits la nuit, en n'hospitalisant pas les patients. Et l'autre indicateur tout récent de cet hôpital qui tente à ne plus devenir un lieu d'accueil, c'est le forfait urgence qui est instauré dans le plan de financement de la sécurité sociale qui est discuté actuellement au Parlement. Un forfait de 18 € à payer par les patients si jamais le passage aux urgences ne se suit pas d'une hospitalisation derrière, comme un moyen de responsabiliser les patients, bien sûr. Derrière cette innovation, cet hôpital du futur, il y a une idée qui est qu'en fait, il y a des dépenses qui sont légitimes, qui sont les dépenses privées, et il y a des dépenses qui sont considérées comme illégitimes, qui sont les dépenses publiques. C'est l'idée qu'en fait, il vaut mieux investir dans des startups, dans des médicaments qui coûtent hyper cher, j'en ai pas parlé, dans des applications, qu'il vaut mieux laisser les patients payer leur passage, une partie de leur passage aux urgences, plutôt que de former des fonctionnaires, de les payer correctement, etc. etc.
Et derrière s'ouvre, je ne m'arrêterai pas dessus, mais tout un espace ou tout un champ de ceux qui sont les profiteurs de la crise finalement de l'hôpital, que sont à la fois les acteurs privés du type start-up, mais aussi, là j'ajouterais, les acteurs privés du type clinique privée ou boîtes d'intérim qui récupèrent par exemple des patients ou des soignants, particulièrement des médecins qui en ont ras-le-bol de l'hôpital public, qui ont été formés à l'hôpital public, qui ont fait leur carrière à l'hôpital public, qui ont acquis leur expérience à l'hôpital public et qui, n'en pouvant plus des conditions dans lesquelles ils travaillent, et bien finalement vont travailler dans le privé, vont se mettre en intérim. Et là aussi, on peut les considérer comme des profiteurs de cette crise. En guise de grosse conclusion, en l'espace de 2 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, très bien. En guise de grosses conclusions, ce qu'on a essayé de dire dans le bouquin, ou plutôt ce qu'on a voulu défendre, c'est l'idée qu'en effet, peut-être qu'on peut revoir l'organisation de l'hôpital, peut-être qu'on peut se dire que l'hôpital fait trop de choses et qu'il faut peut-être le délester de certaines tâches. Très bien, on peut considérer qu'il y a des choses qu'il faut revoir d'un point de vue organisationnel, mais en aucun cas dire qu'il faut revoir l'organisation de l'hôpital ou plus largement du système de santé n'équivaut à dire qu'il ne faut pas mettre plus de moyens dans l'hôpital public. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement fort. Réorganiser n'empêche pas et surtout n'invalide pas la nécessité d'un financement massif dans l'hôpital public. C'est particulièrement important et on ne peut pas décharger l'hôpital d'un certain nombre de ses tâches si, à côté, on n'a pas un service public de soins de proximité qui fonctionne et qui est organisé. Et en l'occurrence, il n'y a pas de service public de soins de proximité aujourd'hui en France. C'est en partie dû à l'identité libérale de la profession médicale, mais pas que. En tout cas, voilà, ce qu'on défend, c'est l'impossibilité de revoir l'organisation du système de santé sans service public de soins de proximité. Premier élément de la conclusion. Deuxième élément, deuxième chose qu'on défend, c'est la nécessité d'ouvrir un débat, un vrai débat sur les moyens et les missions qui sont accordés à l'hôpital public aujourd'hui, en n'oubliant pas que l'hôpital public a toujours eu une mission d'accueil, une mission sociale, et que pour beaucoup de personnes, l'hôpital, c'est le dernier endroit où aller, ça reste un refuge pour beaucoup de personnes, une porte ouverte pour notamment des personnes en grande précarité. Et on sait que le taux de pauvreté a considérablement augmenté ces dernières années, 14% de personnes pauvres supplémentaires en l'espace de 10 ans selon l'Observatoire des inégalités. Et donc, un attachement massif des Français à l'hôpital et un rôle aussi social que remplit l'hôpital, qui est d'autant plus important que par ailleurs, la médecine de ville est financièrement et géographiquement inaccessible pour un certain nombre de personnes. Là, il faut rappeler que la sécurité sociale s'est considérablement désengagée des soins courants, des soins de ville. Aujourd'hui, elle rembourse à hauteur de 50% seulement les soins courants. Si les gouvernements parlent d'une moyenne de remboursement par la sécurité sociale d'environ 77% des soins, en fait, cette moyenne, elle cache le fait que les maladies chroniques explosent d'un côté et que du coup, les personnes qui sont prises en charge à 100%, qui rentrent dans le dispositif des affections longue durée, eh bien, sont de plus en plus nombreuses et ça cache de l'autre côté le déremboursement des soins courants et c'est pour ça qu'on arrive à une moyenne stable, finalement. Donc, déremboursement des soins courants par la sécurité sociale, dépassement d'honoraires pour lesquels il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, mais très peu de choses qui ont été faites concrètement. Inégalité de la répartition des professionnels de santé sur le territoire. Alors, c'est quelque chose qu'on semble découvrir, mais qui est aussi vieux que la médecine. Des délais de prise en charge dans certaines spécialités qui sont particulièrement longs, qui se chiffrent en mois, voire en années pour certaines spécialités. Tout ça fait que l'hôpital, et particulièrement les urgences, reste un lieu de soins de premier recours pour la population. Et dernier point de ma conclusion, auquel je tiens beaucoup, qui est la chose qu'on défend à la fin de la conclusion dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, si l'hôpital se retrouve en crise structurelle, on peut dire, en crise depuis tant d'années, déjà on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une crise? J'aurais même pu commencer par là. Mais si l'hôpital se retrouve aujourd'hui en crise et à être débordé par l'activité, c'est parce que l'hôpital se retrouve aussi à soigner les maux du capitalisme
c'est-à-dire les manquements d'une politique globale de santé, une politique globale de santé publique qui se pose la question des conditions dans lesquelles on vit, des conditions dans lesquelles on mange, des conditions dans lesquelles on travaille, des transports, du logement, de l'environnement, et donc d'une politique qui prend en compte ce qu'on appelle les déterminants collectifs de la santé, au-delà de la seule question des soins. Et donc, la crise de l'hôpital, c'est aussi une crise voilà, une crise de la santé publique de manière générale. Et ce qu'on défend, c'est le fait que pour changer, enfin pour sortir de cette crise de l'hôpital, eh bien, il faut aussi penser ce qui conduit à l'hôpital, ce qui rend les gens malades, ce qui accroît le risque d'être malade. Et encore une fois, c'est le cas avec la crise épidémique actuelle. Mais penser ce qui conduit les gens à l'hôpital et agir dessus plutôt que de dire aux gens qu'ils n'ont rien à faire à l'hôpital ou qui ne sont pas éduqués au bon usage de l'hôpital ou qu'ils sont responsables, au contraire, de l'engorgement des hôpitaux ou responsables de l'épidémie. Et aujourd'hui, la crise du Covid, il me semble, montre bien que la crise de l'hôpital et la crise de la santé publique sont intimement liées et que la crise du Covid a cette physionomie-là, a cette figure-là aujourd'hui, a cette forme-là, parce que l'hôpital a aussi été cassé par des décennies de réformes néolibérales et que cette crise révèle finalement un transfert global de responsabilité de l'État vers les individus et une désocialisation des risques. Individus qui sont rendus responsables du point de vue de la population, responsables de l'engorgement des urgences, responsables de la diffusion de l'épidémie, sans parallèlement mise en cause des conditions dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on étudie, dans lesquelles on vit, qui peuvent aussi contribuer à la diffusion de cette épidémie, individus rendus responsables, c'est-à-dire soignants rendus responsables de la désorganisation de l'hôpital, du coût de l'hôpital public, sans mise en cause, encore une fois, des moyens dont ils disposent pour faire correctement leur travail. Et en réalité, ce transfert de responsabilité de l'État, eh bien, il traduit une forme de mépris pour les conditions de travail et pour les conditions de vie des soignants et de la population, qui cache un effritement des conditions de possibilité de protection de la santé publique et de la santé du personnel hospitalier. Il y a un défaut organisé de l'État à assurer ces protections. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette prise de parole sur la situation de l'hôpital public. Alors, on va passer à la partie questions. Donc, les usages font, enfin, la coutume veut que, une fois la conférence terminée, la prise de parole du conférencier terminée, je vous donne la parole. Donc, levez le bras, ceux qui veulent poser des questions. Alors, je précise en passant que sur la question de l'intensification du travail, donc je vais donner le micro, vous avez évoqué les personnes de l'IGAS, hein, et nous avons quelqu'un qui vient de l'IGAS. Je ne sais pas s'il vient à titre professionnel ou personnel, mais en tout cas, il va sans doute rebondir sur l'intensification du travail. Oui, Denis Rivier, bon, je suis très court. Moi, ce qui me paraît, l'exposé est passionnant. Honnêtement, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu un truc aussi complet. La seule chose qui manque, c'est le contexte politique, c'est-à-dire ce qui s'est passé, les différentes réformes de la sécurité sociale, notamment la réforme de 95, qui supprime le droit des soi-disant administrateurs syndicaux au sein de la Sécu, qui liquide tout cet aspect-là. Ce sont les députés qui s'en occupent, hein, parce qu'ils peuvent gueuler contre comment on pourrait appeler ça, contre le déficit de la Sécu, mais c'est eux qui votent le budget tous les ans comme un seul homme, en général, il n'y a pas de problème, et qui ont conduit à cette situation-là. Donc, il faut dire, il y a peut-être 25 années où la Sécu a été en déficit, où comme une des conséquences du déficit,
les hôpitaux ont été mis en cause. L'hôpital Le CHU à Saint-Étienne, je ne me rappelle plus le montant, mais il a une dette financière qui est de première grandeur, voilà. Hein. Et ça, ils l'ont fait sciemment, et c'est sur eux qu'ils vont, et c'est eux qui après disent, mais c'est de la faute de la Sécu, regardez, le chien est malade, il faut liquider la Sécu. Ça, c'est vraiment un truc qui me paraît important. Ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est une des conséquences des réformes Juppé de 95, hein, qui a privé complètement de droit les conseils d'administration. S'il y a un conseil d'administration qui vote une motion qui déplaît au ministre de la Santé, il a les moyens de faire changer le vote sans aucun problème. Voilà. Merci de votre attention. Bonsoir, même avec le masque, elle m'a reconnu. Alors, je suis Mustapha Kenou. Effectivement, je suis inspecteur général des affaires sociales. Ce soir, je ne viens pas à ce titre, hein, donc je n'engagerai pas mon administration. Je parlerai en tant que maître de conférence associé de l'IAE et la directrice qui est ici, Cécile Remeillet. Alors, d'abord, en réaction, je dirais la première chose, je peux partager le constat que vous faites, hein, avec peut-être des petites nuances sur certains points, mais en préalable, je dirais quand même, je pense que vous l'avez à l'esprit, mais c'était votre angle de tir, je l'imagine, le système de santé français est un des meilleurs au monde. Hein. Donc, il faut le rappeler. Et une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas de critiquer, et en particulier ce qui remonte aujourd'hui, ce sont les inégalités sociales qui impactent de façon majeure les conditions sanitaires. Donc, c'est un des points majeurs. Alors après, je voulais vous poser des questions, deux, trois questions, parce que ça serait trop long, hein, ça serait même passionnant, parce que je suis passionné par le sujet. Et ça fait 13 ans que je suis à l'IGAS et je suis spécialisé dans les questions hospitalières. En fait, la question de la désorganisation telle que vous l'évoquez, je la partage totalement. Et j'irai même un peu plus loin que vous. Là, je vous trouve même un peu gentil, des fois un peu sévère, mais là gentil. C'est que la question du service qui a tant focalisé le système de santé, né en 1959, vous l'avez rappelé, avec la réforme Debré. Il faut se rappeler, alors je le dis comme ça, les Anglais disent, les Français adorent reform, the reform of reform. Tout est dit. Pourquoi? Parce qu'en 59, on met le service en place. Ensuite, en 81, lorsque Mitterrand est président de la République, Jacques Ralite, ministre de la Santé, on va introduire les départements et supprimer les services. En réalité, dans les faits, on ne supprime pas les services, mais on introduit les départements. Première cohabitation. Jacques Chirac, Premier ministre, Michel Barzac est ministre de la Santé. En 86, elle réintroduit le service, mais on laisse les départements qui ont été mis en place. Et ensuite, on tourne en rond, et en fait, on arrive sur les pôles d'activité que vous avez évoqués, mais c'est rien d'autre que les départements. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisation de la médecine par organes, services d'organes, fait qu'on va avoir une hyperspécialisation et on va perdre un peu le malade. Donc, la logique, c'est à un moment donné de reprendre une vision un peu plus globale du patient pour une prise en charge holistique, pour bien parler. Donc, sur cette affaire-là, il y a le premier point. Donc, je vous rejoins, mais ce n'est pas une question. Deuxième point, sur la tarification à l'activité. Vous avez raison sur les écueils. Mais d'où on part? On était en dotation globale. Et la dotation globale, c'est un système inique. C'est-à-dire que vous avez une dotation qui est affectée à un établissement de santé, et s'il fait beaucoup d'activités, il n'a pas les moyens parce que ça ne suffit pas, et s'il ne fait pas beaucoup d'activités, eh bien, il va pouvoir réinvestir une autre partie. Donc, aujourd'hui, et c'est là où je vous interroge, si vous avez des idées, des pistes, c'est la question de l'implantation des hôpitaux est née, en gros,
à partir du Moyen-Âge, en fait. C'est ça l'histoire quand on repart, et puis avec les nonnes, etc. Donc ça explique aussi les Libonnes, Nicones de 88. Mais on va retrouver, à partir d'un moment, on va regarder en 70, notamment avec la carte sanitaire, et on va se dire, on a un système de santé qu'on ne maîtrise pas. Alors, cette carte sanitaire va faire un bilan, et puis aujourd'hui, on essaye d'introduire le groupe hospitalier de territoire, groupement hospitalier de territoire, le GHT, avec une volonté de faire une gradation des soins. En gros, c'est de dire que tous les établissements ne peuvent pas tout faire, mais il faut essayer d'organiser pour voir qui fait quoi. Et là, on rentre dans un problème politique extrêmement sensible et on reste au milieu du guet. Du coup, et c'est mon mot de conclusion pour laisser la parole, c'est que je ne dirais pas que les réformes ont failli, je dirais qu'aucune réforme n'a pu aller jusqu'au bout. Et on a eu entre 59, 70, 91, 96, ensuite on a eu 2007, 2009, 2016, là je vous les ai passés tout en revue, de Debré jusqu'à Buzyn, en revenant sur Touraine, on peut revenir, etc., etc. On a une accélération du nombre de réformes et les directeurs d'hôpitaux, j'en faisais partie, avaient dit mais il faut arrêter avec ce harcèlement textuel qui est assez révélateur d'une espèce de machine qui s'emballe et on n'arrive plus à suivre, on n'a pas fini de mettre en œuvre qu'on vous dit on réforme, du coup, certains disent ça ne vaut plus le coup. Voilà. Après, je ne rentre pas dans le détail parce que vous avez fait brossé un tableau remarquable et c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez reprendre la parole. Alors, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question concernant les soignants et sur cette réorganisation du travail. En fait, je me suis dit, sans connaître l'hôpital, mais qu'il y avait plusieurs métiers, vous en avez parlé. Et dans quelle mesure votre travail permet de se rendre compte de ceux qui subissent peut-être plus, finalement, ces réorganisations, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les cadres de santé, je ne sais pas, ou même les autres personnels qui gravitent autour de l'hôpital. Donc moi, je serais intéressée d'en savoir plus sur finalement voilà, les conséquences directement sur ces soignants. Donc qui sont-ils, qui sont-elles aussi, et dans quelle mesure les conséquences sont peut-être plus importantes pour certains d'entre eux, d'entre elles. Donc ça, c'est une question. Et puis une remarque sur la T2A, en fait, ça me fait écho moi, plutôt au monde de l'intervention sociale, sur la nécessité de mesurer, de compter et de voilà, mesurer, compter, gérer l'activité. Et alors, c'est en train de prendre place beaucoup en dehors du monde de l'hôpital, cette question de la tarification de l'activité. Donc, c'est peut-être un peu remis en question plus ou moins à l'hôpital, mais ça ne l'est pas dans d'autres mondes sociaux. Et du coup, ça pose aussi pas mal de questions sur comment c'est appliqué, comment finalement ces réformes-là, elles sont entendues par d'autres acteurs et elles sont mises en œuvre et traduites. Et donc, voilà, on est en train d'observer ça aussi. Alors, prenez celle-ci, vous répondez. Je suis professionnel de santé et militant syndical CGT. C'est vrai quand j'entends l'avant-dernier interlocuteur nous dire finalement que la difficulté, c'est qu'aucune réforme n'est allée au bout. Comment dire, ça échauffe un peu le militant syndical, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, vous inscrivez, si j'ai compris, un petit peu en ligne avec l'intervention, avec la conférence. Sauf que vous nous dites qu'au fond, le problème, ce n'était pas le financement de l'hôpital, mais c'est bien simplement enfin, c'est pas le volume global du financement de l'hôpital, pardon, mais ça serait bien les modes de tarification et d'organisation globale. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a ce qui a eu une absolue constance, c'est la dégradation vraiment percutante, traumatisante et des conditions de travail à tous les niveaux. Et
et absolument aussi la dégradation permanente et de la même façon extrêmement percutante des qualités de soins et de prise en charge globale. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? Au final, on évacue les patients en permanence chez eux ou à l'extérieur, ou allez vous faire soigner dans le privé si vous avez une carte bleue. Mais en tout cas, faites sortir tous ces gens de l'hôpital absolument. Et aujourd'hui, la colère soignante, elle est d'abord sur leurs conditions de travail, mais elle est tout autant sur le fait de rejeter des gens qui n'ont plus la possibilité de venir à l'hôpital, de se faire accueillir correctement et d'être pris en charge comme il se doit. Donc, alors, qu'on me dise que le problème, c'est la question du mode de tarification, voilà, c'est un petit peu difficile à entendre quand on voit comment a été, encore une fois, je reviendrai sur l'intervention de Denis, mais comment a été voté le dernier Ondam, quoi. Le dernier Ondam, c'est un drame. C'est bon? Alors j'y vais, je ne sais pas trop dans quel ordre. Peut-être globalement sur les réformes, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail de chaque loi qui a été passée ou chaque mesure qui a été mise en œuvre. Ce que j'ai voulu montrer, c'est vrai que je me rends compte, je n'ai même pas utilisé ce terme, c'est la continuité de toutes ces réformes dans le fond et dans la grille de lecture qu'elles avaient de la situation de l'hôpital et des maux de l'hôpital public. Et c'est là où peut-être que je ne m'avancerai pas sur est-ce que les réformes ne sont pas allées au bout. Moi, ce que je pointe, c'est le caractère problématique de la vision qu'il y a derrière ces réformes, de la vision de l'hôpital et du dysfonctionnement de l'hôpital qu'elles entendent traiter. Donc, c'est ça qui me semble poser problème parce qu'il y a un refus de considérer les revendications des soignants, des professionnels de santé, comme étant des revendications légitimes et de les considérer comme étant eux-mêmes les meilleurs connaisseurs de leur travail et des conditions dans lesquelles ils travaillent et de la manière dont ils peuvent travailler de manière satisfaisante et le mieux travailler possible. Et en effet, quand on regarde, il y a une succession de réformes depuis, certes, ça s'est accéléré dans les années 90, particulièrement en 2000-2010, mais derrière, il y a toujours cette idée que l'hôpital, il n'est pas assez bien organisé et que c'est pour ça qu'il faut le réformer. Et ce que vous dites très bien, c'est qu'en fait, il y a une inflation de textes, de directives, de règlements, de lois, etc. Et en fait, pointant une désorganisation, enfin une mauvaise organisation de l'hôpital, ce qu'on peut dire, c'est que l'hôpital doit faire partie des structures qui ne cessent de se réorganiser, ne cessent de se remettre en question. Et au contraire, c'est une structure, alors qu'on dit tout le temps qu'elle est inerte, lourde, imbougeable, ben en fait, qui est le plus à même et le plus confronté à la réorganisation permanente et au mouvement permanent. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur cette question des réformes et du contexte politique, de droite comme de gauche. Les réformes ont adopté cette même grille de lecture, que ce soit la droite comme la gauche. Sur le meilleur système de santé au monde, je ne sais pas. Au moment où est sorti ce classement de l'OMS, c'est aussi le moment où on a vu les inégalités sociales de santé exploser, ou en tout cas, je ne sais plus, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui existaient déjà dans les années 70, dans les années 90, et qui ont montré encore une fois dans les années 2000 qu'on était le pays où il y avait les inégalités sociales de santé parmi les plus élevées en Europe. Et du coup, ça interroge les critères sur lesquels on se base pour décréter le meilleur système de santé au monde. Et en tout cas, probablement que c'est mieux de se faire soigner en France qu'au Bénin ou au Cambodge ou aux États-Unis, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas du tout satisfaisant. En tout cas, on a dit que la moitié des choses. Et aujourd'hui, quand on regarde concrètement comment fonctionne le système de santé et quelle est sa trajectoire, eh ben, c'est une trajectoire de plus en plus inégalitaire avec une privatisation des soins et un report vers l'individu, vers les mutuelles, l'assurance privée et le retour de logiques d'assistance plus que d'un système assurantiel et de socialisation du risque.
Concernant les soignants, qui sont ceux qui subissent le plus ces réorganisations ou qui sont les plus affectés, c'est une question qui est un petit peu délicate et à laquelle je répondrai pas, enfin, en tout cas pas de cette manière-là. Je vais botter un petit peu en touche parce que d'une part l'hôpital c'est un monde absolument gigantesque avec voilà, 80, une centaine de métiers différents au sein d'une même structure et donc je suis loin d'en avoir fait le tour. Je me suis de manière assez banale intéressée à ceux dont on parle le plus, enfin le plus, le moins. Enfin, les soignants, c'est eux dont on parle le plus. Et parmi les soignants, il y a évidemment les médecins, c'est eux qui portent la voix de l'hôpital. On va dire que je me suis plutôt intéressée aux infirmières, aux aides-soignantes qui sont les plus invisibles parmi les soignants. Mais voilà, j'ai abordé l'hôpital à partir des soignants et il faudrait que j'aille aussi faire des enquêtes auprès des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les fonctions support, les métiers médico-techniques qui, eux, sont les premiers avant les soignants qui ont fait les frais des réformes et dont on a sabré les effectifs aussi. Donc les techniciens, les manip radio, enfin, tous les gens qui travaillent dans les métiers médico-techniques à l'hôpital, la blanchisserie, la cuisine, les laboratoires, etc. etc. Donc voilà, je ne peux pas dire véritablement qui subit le plus. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où il y a une fonction ou certains acteurs dans l'hôpital qui sont affectés par les réformes, eh bien, il y a des conséquences en chaîne, en cascade de tout ça. Et juste un exemple, quand vous supprimez, par exemple, les coursiers, qui sont les personnes qui récupèrent les poches de sang ou les analyses dans les services et qui vont les porter au laboratoire, eh bien, derrière, ça a des effets déjà sur les coursiers eux-mêmes, qui perdent leur boulot pour beaucoup, et ça a des conséquences sur les aides-soignantes qui, du coup, doivent, sur leur temps de travail, trouver le temps d'aller porter les poches à la pharmacie. Et donc, c'est juste une conséquence très, très courte, mais ça a des conséquences en chaîne, ces mesures-là. Et voilà, sur la question de la T2A, je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs où, en effet, les logiques sont similaires et on peut rapprocher ces modes de comptage et d'objectivation de l'activité pour rendre les choses plus productives. Je pense aussi aux aides à domicile, par exemple, qui sont rentrées pas dans un système de T2A, mais dans un système de comptage et de chronométrage du temps pour derrière calculer les effectifs et organiser leur journée de travail. Une chose que je n'ai pas dit là dans la conclusion, sur laquelle j'aurais pu insister aussi, c'est finalement, certes, la spécificité de l'hôpital public sur certaines choses, mais le fait qu'il ait un service public qui subit, comme tout un tas d'autres secteurs de la société et services publics, les effets des réformes gestionnaires et plutôt des réformes néolibérales. Donc une dégradation de la qualité à la fois des prises en charge, une augmentation des inégalités, une dégradation de la santé des travailleurs. Alors, je vais reprendre quelques questions qui étaient, enfin des remarques et des questions qui ont été posées ou faites via le chat. Alors, j'en ai une sur laquelle vous avez à peu près répondu, mais bon, c'était sur la comparaison système de santé France, Allemagne, enfin Europe, Allemagne et UK, donc Grande-Bretagne. Donc, on pose la question, qu'en est-il du système de la comparaison de notre système de santé avec celui, par exemple, de l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, des autres systèmes de santé. Donc ça, c'est une question. Bon. Sinon, j'ai une remarque intéressante concernant l'innovation à l'hôpital. Donc, partie de votre intervention. Il est dit, il faut dire qu'il y a une concurrence effrénée avec le privé qui se dote largement des technologies de pointe pour rafler, entre guillemets, les soins rentables, entre guillemets. Ça, je suis à cette remarque. Hein. C'est pour ça que voilà. Même si le bénéfice net pour le patient n'est pas majeur, conséquence logique de la T2A. Je l'ai personnellement observé. Donc là, c'est une question que je trouve assez pertinente et qu'il était bon de répercuter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question? Tac, tac, tac. Voilà. La pratique de la T2A pousse à multiplier les actes alors que la taille du budget est contrainte, ce qui fait qu'au final, on aboutit à une diminution du tarif de l'activité, d'où la spirale infernale à l'activité. Voilà, je ne sais pas si c'est 3 questions. Après, il y en a d'autres, mais auxquelles vous avez déjà répondu. Oui, sur ces questions.
les systèmes de santé étrangers, c'est toujours une question qu'on me pose. Je suis assez embêtée parce que je suis pas une grande spécialiste des systèmes de santé étrangers et j'ai pas envie de comparer des choses qui sont pas toujours bien comparables dans les formes. Donc je m'avancerai pas plus que ça. Il y a des choses intéressantes dans les systèmes étrangers. Je pense notamment à la manière dont est organisé le système de soins de premier recours dans les pays scandinaves, par exemple. Il y a des petites maisons on va dire des petites cliniques ou des grosses structures de santé où on fait à la fois à la fois des prises en charge ambulatoires, de la suture, des choses qui sont considérées comme de la bobologie qui nous sont prises en charge aux urgences ici. Ça peut être intéressant pour voilà, revoir l'organisation de la médecine de ville, même si le contexte n'est pas le même en France, l'identité libérale de la médecine n'est pas la même non plus, et explique aussi pourquoi on peut avoir à changer cette organisation de la médecine de ville. La question de la concurrence avec le privé, oui, c'est tout à fait vrai, c'est quelque chose que, c'est vrai, j'ai pas mentionné, mais quand on met en place la T2A, pardon, petit message. Quand on a mis en place la T2A, alors elle arrive au début des années 2000, mais elle est pensée à partir de 1983. Donc la T2A, elle met 15 ans avant d'arriver et elle est pensée en même temps qu'on met en place cette fameuse dotation globale de financement dans le but d'à la fois ralentir les dépenses de santé, contenir les dépenses de santé, mais en même temps de disposer d'une information sur ce que produisent les services de soins dans les hôpitaux. Donc de pénétrer les organisations hospitalières, les services qui sont un peu vus comme des boîtes noires, encore une fois, là où je disais, avec des médecins qui verrouillent et dont on ne sait pas trop ce qu'ils font dans leur service, ou en tout cas comment ils gèrent l'argent et combien ça coûte vraiment. Et donc cette T2A, quand elle commence à être réfléchie, qu'elle ne s'appelle pas du tout comme ça, elle va être l'aboutissement de ce qu'on appelle le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, qui est pensé justement à partir de ces années 80, et qui, en cherchant à savoir ce que produisent les organisations hospitalières, vont finalement, pour le ministère de la Santé, pour le directeur des hôpitaux de l'époque, qui est un gestionnaire, ingénieur des eaux et forêts, qui s'appelle Jean de Kervas-Doué, qui est parti aux États-Unis, qui a vu comment fonctionnaient les travaux de certaines équipes américaines sur, qui importent la T2A, pardon, sur ce qu'on appelle les DRG, qui sont l'ancêtre des groupes homogènes de malades. Bref, peu importe. L'idée de pénétrer les organisations hospitalières dans les années 80, c'est d'arriver à savoir ce que produisent les hôpitaux pour pouvoir gouverner la production des hôpitaux et donc établir ce qu'est une bonne production, une production normale, un coût normal pour les hôpitaux, et donc à partir de là, de dégager une moyenne, une norme et des écarts à la moyenne et des écarts à la norme. Et derrière, c'est la mise en concurrence aussi des établissements de santé et des services qui se jouent et qui se retrouvent aujourd'hui de manière complètement exacerbée dans la concurrence avec le privé. Mais la concurrence, elle existe aussi entre établissements de santé, puisqu'il s'agit d'ouvrir des lits en fonction de ce qui va être rentable et donc d'attirer les patients, un peu comme à l'université aussi, on veut réussir à attirer nos étudiants pour faire vivre nos formations. Et bien là, c'est un peu la même chose aussi, où il faut faire vivre les services et donc réussir à attirer les patients. Et donc, concurrence dans le public et aussi entre le public et le privé, bien sûr. J'ai une remarque concernant la réorganisation du travail. Il y a une personne via le chat qui me dit, dans le cadre de la réorganisation du travail, il y a eu l'intervention des sciences de l'ingénieur qui ont créé une spécialité qui s'appelle industrialisation des filières de production de soins, recherche très fortement financier, ça veut tout dire. Vous voyez, même dans la recherche, on finance fortement des filières qui sont destinées à industrialiser les filières de production de soins. Absolument. Enfin, là, j'en ai pas parlé, mais c'était une partie de ma thèse aussi, justement, sur ces entrepreneurs de rationalisation, de réorganisation du travail. En effet, qui sait, je vous ai parlé plein de fois des réformateurs de l'hôpital, alors je vous parle des gens du ministère de la Santé, des hauts fonctionnaires, des chercheurs en gestion, mais aussi beaucoup de consultants, et parmi les consultants, des ingénieurs qui sont des ingénieurs en organisation. Ça, en effet, c'est une formation qui fleurit et qui sont clairement des cost killers, comme ils peuvent s'appeler par ailleurs, qui sont là pour rationaliser l'organisation du travail et qui pensent à la manière des ingénieurs, c'est-à-dire avec une rationalité qui est la rationalité, une rationalité économique derrière et qui vise dans les plans de réorganisation des services
qui identifie les temps qui servent à rien, les temps qui, au contraire, nécessitent qu'il y ait du monde qui soit là et qui essaye d'établir des profils d'activité sur la journée pour identifier à quel moment il faut mettre plus de monde, à quel moment il faut mettre moins de monde et qui, comme ça, alloue les ressources en personnel et calcule derrière des économies sur le personnel. Ça, c'est quelque chose qui commence à émerger dans les années 80 au ministère de la Santé, vraiment ces réflexions sur ce qu'on appelle la mesure de la charge en soins infirmiers, avec des super indicateurs qui s'appellent les SIPS, les soins individualisés aux personnes soignées, qui sont des indicateurs de la charge infirmière qui permettent d'évaluer derrière combien il faut d'infirmiers pour travailler, et qui trouvent des prolongements à partir des années 2000 et 2010 particulièrement, dans tout un tas de chantiers de réorganisation du travail qui sont développés par aujourd'hui ce qui s'appelle l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé, et qui avant s'appelait la MEA, la mission d'expertise et d'audit hospitalier, qui sont des agences indépendantes, mais qui ont été créées qui dépendent du ministère de la Santé aussi, et qui promeuvent des chantiers de la performance dans les établissements de santé, de manière très générale, des réorganisations de l'activité, des blocs opératoires, de l'utilisation des leads, etc., etc. Ça se passe aussi dans les ARS, et tout ça aidé par des cabinets de consultants qui pouvaient être des cabinets de consultants plutôt spécialisés sur les questions de santé dans les années 2000 et qui aujourd'hui sont des cabinets de consultants qui n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec le secteur de la santé, bien au contraire, qui sont des gros cabinets de consultants qui bossent sur les questions financières, KPMG, Capgemini, etc. etc. Précisément, merci Fanny pour cette conférence passionnante. Merci Fanny pour cette conférence passionnante. Donc j'avais deux questions pour toi. Il y a de l'écho? J'avais deux questions pour toi, une qui est directement en lien avec ce que tu viens de dire. Je me demandais s'il y avait en fait une évaluation gestionnaire des réorganisations, si on pouvait du coup appliquer la logique gestionnaire à elle-même. Tu viens de parler des consultants, j'imagine que ce mouvement-là que tu décris, le passage à la logique gestionnaire, il a nécessité de la formation, de l'embauche, il a nécessité du temps aussi pour former les équipes. Voilà. Donc, c'était ma première question. Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que c'est faisable? Voilà. Et ma deuxième question, c'était par rapport, donc toujours ce changement en fait entre un modèle, une domination mandarinale, comme tu l'appelles, et une domination gestionnaire. Comment ça s'est fait? La question elle est simple, c'est comment les mandarins ont laissé leur place, quoi. Je trouve que c'est une interrogation qui est sociologiquement super intéressante. Comment les puissants perdent leur pouvoir, quoi. Voilà, c'est juste ça mes questions. Ils laissent pas vraiment leur place, ou en tout cas ils n'ont pas voulu laisser leur place, et c'est bien pour ça que c'est dur, et qu'on a vu les mandarins, comme on les appelait, se mobiliser, particulièrement en 2009, au moment où il y a eu cette fameuse loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, où on a vu les grands chefs de service, praticiens, professeurs des universités, praticiens hospitaliers parisiens, André Grimaldi, Bernard Granger, etc., descendre dans la rue, Jean-Pierre Vernant, pas Jean-Pierre Vernant, je me rappelle plus de son nom, mais c'est pas Jean-Pierre, pardon. Je mélange. Bref, ces mandarins descendent dans la rue contre l'usine à soins qui était en train de devenir l'hôpital, et surtout contre la substitution d'un pouvoir gestionnaire à un pouvoir médical. Et donc, beaucoup, quand on interroge les médecins, puisque mon précédent postdoc, c'était justement sur les conditions de travail des médecins et l'émergence de la problématique de la dégradation des conditions de travail des médecins, la dégradation de leur santé, du burn-out, etc. Comment tout ça, ça a émergé. Je pense qu'on est à un basculement là depuis une dizaine d'années dans la manière dont les médecins vivent leur travail, s'engagent dans leur travail, là où avant, ils pouvaient justement s'engager, considérer que la charge de travail qu'ils avaient, les durées de travail qu'ils avaient, les sacrifices que ça pouvait occasionner dans leur vie professionnelle, familiale, étaient compensés par l'intérêt qu'ils trouvaient à leur travail à l'hôpital. Et bien aujourd'hui, tout ça s'est remis en question, s'est remis en cause par les conditions dans lesquelles ils travaillent. Mais en tout cas, quand on parle avec les médecins particulièrement, et bien, tous datent le basculement de la loi HPST justement et de la fin des années 2000. Où c'était la formule de Nicolas Sarkozy, il y a un patron à l'hôpital, c'est le directeur. Et c'est pas le médecin.
Alors aujourd'hui, on revient un petit peu dessus. On ne sait pas trop si finalement le Ségur de la santé va vraiment réouvrir cette question de la gouvernance ou pas. Ça, c'était une annonce, mais finalement, il n'y a rien qui a été fait pour l'instant. En tout cas, ils ont identifié que le malaise venait aussi de la place des médecins. Alors, c'est toujours problématique quand même à l'hôpital, c'est qu'on s'intéresse vraiment aux problèmes des conditions de travail, des souffrances du personnel, quand c'est les médecins qui s'emparent de cette question. Là où ça peut faire réfléchir, c'est qu'en effet, là, au moment où ça devient visible, eh bien, c'est quand c'est les groupes dominants qui arrivent à s'en emparer. Par ailleurs, c'est toujours les médecins qui portaient la voix de l'hôpital public et c'est assez nouveau que là, ce soit le collectif interurgence et donc des paramédicaux, des infirmières, des aides-soignantes qui, l'année dernière, ont réussi à porter la voix de l'hôpital public et à remettre l'hôpital public vraiment à l'agenda politique. Dans un sens, on veut des moyens et on est quand même arrivé à obtenir certaines choses, même si c'est extrêmement limité. Voilà, au final, le collectif Interurgence a réussi à faire reconnaître la voix des paramédicaux, mais ils n'ont pas été invités au Ségur de la santé, à la différence du collectif Inter-Hôpitaux qui regroupe plutôt des médecins. Et l'évaluation des gestionnaires, des réorganisations gestionnaires, je pense que ce serait un vrai travail à engager, en effet. Ce qui est sûr, c'est que les économies qui sont prônées par les gestionnaires, enfin, ou la rationalisation de l'hôpital, c'est une rationalisation de l'hôpital qui oublie complètement tous les coûts qui sont induits par ces entreprises de rationalisation, les coûts sur des agents, sur des conditions de travail, sur la qualité des soins, et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Alors aussi, de manière très directe, quand on demande l'intervention d'un cabinet de consultants pour revoir l'organisation des blocs et que ça coûte 200 000 euros, pour au final économiser, je sais pas combien. Je crois qu'il y avait un rapport de la Cour des comptes qui chiffrait ce que ça coûtait, le recours à ces consultants. Donc que ce soit de cette manière-là ou que ce soit de manière plus indirecte, je te disais la qualité des soins ou les effets sur les conditions de travail, les arrêts maladie, les incapacités professionnelles, tout ça, ça coûte hyper cher aussi à la sécurité sociale derrière et aux soignants eux-mêmes. Voilà, c'est des coûts induits qui sont pas calculés. Mais je pense que c'est nécessaire d'engager ce travail justement de l'évaluation gestionnaire, l'évaluation des effets et des coûts de ces entreprises-là. Oui. Merci Fanny. Michel Rothenberg. Merci Fanny. Vous avez mis des chiffres et des mots sur un certain nombre de questions. Moi, je suis complètement ignorant de l'hôpital. Je ne connais que comme patient quand j'y suis allé parfois. Mais j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles je pourrais revenir. Moi, il me semble surtout, en vous écoutant, qu'il y a des questions beaucoup plus générales qui se posent et qui ne sont pas spécifiques à l'hôpital, qu'on va retrouver dans tout un tas de métiers qui s'occupent des gens, qui s'occupent des personnes. C'est aussi le cas à l'université. Je pense que c'est aussi le cas à la police. C'est le cas probablement aussi dans d'autres services, d'autres métiers que je connais moins. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une crise de tous ces métiers, ces structures, toutes ces fonctions qui touchent aux soins ou à l'éducation ou aux personnes, qui prennent de l'humain en matière. Ça me fait aussi penser, autre chose un peu générale, au très beau livre d'Alain Supiot, Le gouvernement par le nombre, où on voit que, en fait, derrière ce qui est en train de se passer, derrière ces transformations du capitalisme que vous avez évoquées, c'est aussi la qualité du travail qui est en train de se transformer, de se dénaturer très profondément. Ça avait été très bien dit par un certain nombre de sociologues. Bon, ça, c'est des questions générales dans lesquelles il faudrait peut-être aussi replacer cette crise de l'hôpital pour le sortir peut-être un peu d'un ghetto dans l'impression dans lequel les gens tendent à s'enfermer un petit peu quand ils parlent de l'hôpital. Mais il y a aussi des spécificités. Et vous avez dit à la fin, ceci, je pense que c'est important, l'hôpital, c'est aussi, me semble-t-il, un lieu dans lequel on soigne, dans lequel on fait des soins, on pratique des soins, et ceci est un lieu dans lequel on s'occupe de la santé. Et la santé, c'est d'abord un ressenti. D'abord, la santé, je suis en bonne santé, je me sens en bonne santé, ou je ne me sens pas en bonne santé. Je me sens en bonne santé, je ne vais pas à l'hôpital. Je me sens en mauvaise santé, je vais à l'hôpital, je vais me faire soigner. Et donc, le fait de travailler à la fois sur la santé et sur le soin, ça crée, me semble-t-il, un certain nombre de confusions qui sont peut-être pas forcément toujours
bien analysé, bien différencié. Et il y a peut-être des réflexions à avoir sur cette relation difficile entre santé et soins. Je n'ai pas de solution à apporter, les gens ont plein de solutions quand on écoute les émissions. Il y a toujours des personnes qui viennent apporter les réponses à la radio. Ce n'est pas mon cas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais moi, il me semble que cette différenciation entre soins et santé est quelque chose qui mériterait d'être creusé. Merci. Je suis complètement d'accord avec vos deux premières remarques. Je pense que ce qui se joue à l'hôpital en termes de casse des services publics, casse d'un service public n'est pas du tout propre à l'hôpital et qu'on retrouve ces logiques absolument partout dans l'ensemble des services publics. Et donc ça, c'est à ce titre pas du tout spécifique. Après, il y a des spécificités, bien sûr, sur le mode de fonctionnement, sur la question de la continuité du service public, 24 heures sur 24, 365 jours par an, où il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre d'oublier ou de complètement dégrader à l'hôpital. Bon, je suis d'accord avec vous sur cette question-là. Il me semble par contre qu'en effet, le personnel hospitalier, particulièrement là dans les mobilisations de l'année dernière, est pris dans cette tension entre, ou en tout cas dans ce frottement, cette friction entre casse du service public en général et la situation de l'hôpital et ce qui est propre à l'hôpital. Et enfin, j'en veux pour preuve les difficultés qu'il y a eu au moment de la mobilisation sur la réforme des retraites l'année dernière, les difficultés du collectif interurgence, mais plutôt interhôpitaux, donc les médecins essentiellement, enfin tout le monde, mais surtout les médecins, à se positionner par rapport au mouvement de la réforme des retraites et à apporter leur soutien, à s'inscrire dans ce mouvement-là. On était à l'issue de plus d'un an, de quasiment un an de mobilisation à la base qui est partie des urgences avec le collectif interurgence et puis ensuite qui s'est étendue à tout l'hôpital. Une mobilisation qui était toujours là, qui commençait à essouffler, à épuiser les personnels qui la portaient avec deux ou trois séries de mesures qui avaient été annoncées par le gouvernement en juin, en septembre, en novembre, et puis toujours rien finalement de satisfaisant, aucune des revendications qui étaient portées qui avait été satisfaite. Et arrive ce mouvement de contestation de la réforme des retraites et une grande difficulté des collectifs à se positionner dedans et au contraire un refus, et même un refus de confondre les deux mobilisations. Et je me rappelle très bien à la Bourse du Travail, j'étais avec Hugo Huon, qui est le président du collectif Interurgence, et qui disait à la tribune, en fait, je suis désolée, c'était rencontre des luttes au moment de la loi contre les retraites, qui disait, je suis désolée pour mon corps de métier, je suis désolée, on ne veut pas finalement nous inscrire dans ce mouvement de réforme des retraites parce qu'on a peur qu'on perde le combat de l'hôpital dans cette question plus large des retraites, mais en fait, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon corps de métier ne se rend pas compte que ce qui se joue, c'est plus largement la sécurité sociale et la casse des services publics. Et il était assez désabusé, et je me rappelle qu'il a rendu un hommage aux syndicats à ce moment-là en disant en fait, ouais, les syndicats, c'est vrai qu'on les critique beaucoup, mais il faut du courage pour mobiliser encore à l'hôpital et essayer de rassembler à l'hôpital quand justement c'est souvent des luttes assez corporatistes et assez cloisonnées et que sur des questions comme ça, on ne veut pas se mobiliser parce qu'on a peur de perdre ce qu'on est en train d'obtenir, ce qu'on essaye d'obtenir pour l'hôpital et à l'origine plus particulièrement pour les urgences. Voilà, donc ça c'est difficile et je pense que là où bute la mobilisation hospitalière, c'est sur le fait d'assumer un certain degré de radicalité, à mon avis. Et c'est le refus justement de rentrer dans des mouvements plus radicaux. Alors, ce qu'a quand même fait en partie le collectif Interurgence, hein, mais c'est ce refus-là qui peut-être ne permet pas cette fameuse convergence des luttes. J'en sais rien. C'est des réflexions que je lance comme ça. Je suis un peu désemparée moi aussi. Et puis cette différence entre soins et santé, en effet, elle est très importante. Et l'hôpital, il s'est basé, il a été créé, il est devenu l'hôpital autour de la prise en charge des soins et non pas d'une vision globale de la santé. C'est ce que je disais. C'est là où, à mon avis, l'hôpital peine aujourd'hui et que la crise de l'hôpital, c'est une crise plus générale de la santé publique. On manque d'une vision globale de ce que c'est que la santé, donc à la fois le ressenti des personnes. On préfère responsabiliser les gens qui viennent aux urgences ou les pointer comme des gens
qui ne savent pas pourquoi ils viennent aux urgences et qui abusent de l'hôpital, plutôt que de prendre en compte la santé dans sa globalité et le fait que c'est aussi un ressenti, une manière d'avoir peur, un certain rapport aux soins, une certaine expérience, certaines questions qui sont légitimes aussi à prendre en compte, et plus globalement que la santé, c'est aussi, comme je le disais, l'environnement, etc., etc. Donc je pense qu'il faut absolument arriver à monter en généralité par rapport à ce qu'est la santé et ce que doit être l'hôpital. Bon, alors j'ai d'autres questions via le chat, mais il y en a une que je vais choisir parce qu'en fait il y en a beaucoup et je ne les ai pas prises au fur et à mesure, hein. Il y a eu des remarques ici et là au fur et à mesure des différentes questions. Il y en a une sur les 35 heures sur laquelle je voudrais rebondir. Que dire de l'application des 35 heures à l'hôpital, de son impact sur l'organisation? Et la personne qui pose une autre personne dit sur la même thématique, dans la mesure de la charge de travail, on ne prend pas en compte les temps psychosociaux. Tac, tac, tac. Alors, attendez, je remonte parce que le chat, il n'est pas très facile. C'est remonté en haut à utiliser. Oui, donc dans la mesure... oui, c'est pas pris en charge. Donc, dans la mesure de la charge de travail, on ne prend pas en compte les temps psychosociaux, ce qui a des conséquences pour les soignants et les patients, mais aussi peut-être sur la durée du séjour des patients. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la prise en charge des temps psychosociaux sur la prise en charge des patients, pas sur la durée de la prise en charge des patients. Sur la charge de travail, on ne prend pas en compte les temps psychosociaux. Alors, par contre, les temps psychosociaux, c'est quoi? Voilà, est-ce que c'est ce que moi j'ai appelé le relationnel? Ah, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le relationnel, oui. Oui, Ce qui a des conséquences pour les soignants et les patients et ce qui diminue le temps de séjour des patients. Qui diminue le temps de séjour. Ce qui diminuerait d'après une intervenante. Découragerait. Absolument. Oui, absolument. Oui, absolument. Je suis complètement d'accord. Il y avait des choses qui étaient un petit peu, je disais, quand dans les années 80, on réfléchissait à des indicateurs pour mesurer la charge en soins infirmiers, il y avait des éléments qui étaient intégrés sur la charge relationnelle, qui était calculée en minutes aussi, qui faisait l'objet d'un chronométrage. Par contre, il y a des temps qui étaient complètement exclus, qui étaient les temps d'échange entre collègues. Ça a été complètement invisible. Et dans les chantiers et les préconisations que j'ai regardées des ingénieurs pour les réorganisations du travail, par contre, cette question relationnelle avait disparu et on la prenait plus en compte dans le calcul de l'organisation du travail et des effectifs. Sur la question des 35 heures et l'application, c'est un énorme débat. On ne va pas rentrer là-dedans dans le temps qui nous est imparti, mais ce qui est compliqué avec la question des 35 heures, c'est qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos, on leur met beaucoup de choses sur le dos aux 35 heures. Il faut bien voir qu'elle arrive en 2002, la réforme des 35 heures à l'hôpital, au même moment qu'arrive la T2A, pas longtemps avant que se mette en place la responsabilité et l'autonomie financière des établissements. Donc, elle est prise dans un mouvement global de réforme et d'intensification des réformes à l'hôpital qui fait que c'est très difficile d'arriver à lui imputer des effets propres, ou en tout cas avoir la responsabilité des 35 heures propres dans cette désorganisation de l'hôpital. Ce qui est sûr, c'est, comme je vous ai dit, que ça a contribué à intensifier le temps de travail, puisqu'on a encore une fois accentué cette logique de la diminution des temps de transmission et des temps de collectif. Et donc, de ce point de vue-là, ça a pu générer une désorganisation d'un point de vue temporel, c'est-à-dire avec finalement un travail qui reste elle-même, avec moins de temps pour le faire, et donc des débordements de temps de travail plus importants, et surtout des RTT en stock qui ont été qui enflent, et une dette, une bombe, comme l'ont qualifié certains médias, de ces jours stockés sur des compteurs qui pèsent lourd dans les finances de l'hôpital et sur la santé des soignants aussi, quand même, faut le dire. Alors, une dernière remarque, je pense, d'une personne qui insiste, donc Mireille Caro de la CGT, qui m'a envoyé plusieurs messages, mais bon, c'était assez long, c'était des remarques plus que des questions. Mais il y en a une qui me semble
qui est plus intéressante que le reste, c'est sur la baisse des cotisations sociales. Donc, elle lie la crise dont on a parlé, vous avez expliqué tout ça, sur la baisse à la baisse des cotisations sociales à l'origine du fameux déficit. Elle parle d'un glissement vers l'impôt et d'une prise en main par l'État qui décide des économies, donc de choix politiques dans un système capitaliste qui impacte le tout. Absolument. Le déficit de la sécurité sociale a été créé et organisé par notamment la baisse des cotisations sociales. C'est comme ça qu'on appelle la politique des caisses vides. En effet, on diminue les moyens et les recettes de la sécurité sociale pour ensuite légitimer des déremboursements et du coup une privatisation du financement. C'est en effet, ça s'ajoute à un phénomène ou un processus d'étatisation de la santé. Voilà, c'est l'État stratège, c'est l'État qui est là mis au service des intérêts du capital et du marché et des acteurs marchands. Et en effet, la sécurité sociale est de moins en moins, quasiment plus, gérée par les partenaires sociaux. Et c'est l'État qui a pris la main, qui notamment nomme le directeur de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, on sort de cette logique paritaire pour, au contraire, une reprise en main par l'État de la sécurité sociale. J'ai une question de Serge Proust. Ce sera la dernière. Serge Proust qui me dit, y a-t-il des études sur les usages différenciés du secteur public et des cliniques privées en fonction des groupes sociaux, la situation de l'hôpital public pouvant être ignorée par des groupes dominants qui vont dans le privé? Point d'interrogation. Absolument. Là, je le renverrai aux travaux de Sylvie Morel, qui est une sociologue qui a bossé sur l'accès aux soins d'urgence, par exemple, qui a mené une enquête dans une clinique privée, dans un hôpital public, et qui montre qu'il y a une segmentation de l'accès aux soins d'urgence en fonction de la classe sociale. Et elle distingue non pas une médecine à 2 vitesses, mais à 4 vitesses, avec les classes supérieures qui ont plus tendance pour les urgences à aller... alors, d'abord, les classes supérieures qui ne passent même pas par les urgences, pardon, qui par leur réseau, leurs relations, appellent les spécialistes et obtiennent directement une place dans les services d'hospitalisation. Après, des classes sociales plutôt moyennes et supérieures qui passent plutôt par les cliniques privées pour aller aux urgences. Les services d'urgence des cliniques privées ne sont pas du tout les mêmes que ceux des hôpitaux publics. Il y a une sélection des patients qui est aussi plus importante parce qu'on prend les patients que si on sait que derrière on a la possibilité de les hospitaliser, il y a les box, ils attendent un peu mieux. Enfin, voilà, on ne prend pas aussi des urgences psy, ivresse alcoolique, tout ce qu'on appelle l'urgence psy, pardon. Il y a une troisième catégorie qui est plutôt les classes moyennes et une partie des classes populaires qui se rendent plutôt à l'hôpital public. Bien évidemment qu'il y a aussi des classes supérieures à l'hôpital public, mais si on veut distinguer les tendances, c'est comme ça que ça se structure. Et puis, il ne faut pas croire non plus que l'hôpital accueille tout le monde. Il y a les catégories les plus précaires qui, elles, ne vont pas à l'hôpital public. L'hôpital public trie aussi les catégories les plus précaires et les envoie là vers la médecine humanitaire, vers les PASS, les permanences d'accès aux soins de santé, qui sont gérées par Médecins du Monde, par exemple, ou dans les structures de Médecins du Monde, ou les PASS qui sont gérées par les hôpitaux aussi. Donc voilà, elle analyse ces usages de l'accès aux soins d'urgence. Et puis après, il y a les travaux des années 70 et des années 90 qui montrent justement aussi une segmentation de la médecine en fonction des classes sociales, avec des filières plutôt élitistes, des filières de prestige, et puis des filières de masse, d'industrie, et des filières de relégation. Et là, c'est plutôt les travaux d'Antoinette Chauvenet, Claudine Herslich, et après Nicolas Daudy et Agnès Camus. Merci. Pas d'autres questions dans la salle? Ben voilà, j'ai posé... bah non, ça ne sera pas le dernier. Une dernière question. Parlez fort. Je me permets de faire juste une remarque par rapport à la mobilisation. Alors, je parle en tant que professionnelle de santé, mais aussi militante CGT et représentante syndicale de CHU de Saint-Étienne. Et donc, on a quand même mené le bal depuis un certain nombre de semaines et de mois. Il se trouve que sur les derniers rassemblements, les collectifs, ils étaient plus là. Donc, il me semble qu'il faut remettre les choses un peu à leur place aussi. Les collectifs, ça a toute son importance et je pense qu'il faut
à fait entendre les mouvements revendicatifs. Alors, il se trouve que nous, sur Saint-Étienne, on a eu pas mal de collectifs qui étaient rassemblés. On a eu le SIAH, mais qui s'est dissolu là. On a des collectifs qui se montaient par rapport à certains professionnels. Donc, à un moment, les manifs radio, à un moment, voilà. Mais il me semble que la lame de fond de la problématique, elle doit être portée très régulièrement et de façon très revendicative et avec un positionnement. Alors, pour le coup, la CGT n'a pas signé le Ségur de la santé et on a très bien expliqué pourquoi, je pense, au niveau national et local, dans le sens où aujourd'hui, on a reçu une lettre de notre ministre de la Santé hein, à l'hôpital, hein, j'imagine qui nous dit encore, on compte sur vous, vous êtes les meilleurs, vous êtes les héros, enfin voilà. Mais quel sens ça a? Nous, les soignants, ils sont HS aujourd'hui là. Ils n'en peuvent plus. On leur demande de faire des heures sup, de faire sauter leur congé, de travailler en 12 heures. Et là, c'est aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. Et alors bien sûr, en plus, on est dans une phase épidémique rouge-noir sur Saint-Étienne, c'est l'horreur. Et on nous met encore dans la balance, soyez charitables, quoi. Ça suffit. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Nathalie Ranchon-Clément. Ranchon-Clément. Je suis représentante CGT de l'hôpital. Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. J'ai parlé beaucoup des collectifs là à propos des mobilisations parce que j'ai suivi de plus près la mobilisation du collectif Interurgence, mais je ne nie pas du tout la place des syndicats et le combat qu'ils mènent depuis des dizaines d'années voilà, en compagnie parfois ponctuellement des collectifs. 88, je suis des infirmières, même si ce n'était pas nécessairement ensemble qui menaient le combat. Aujourd'hui, les collectifs Interurgence et Interhôpitaux, mais évidemment que les syndicats sont systématiquement présents, ou en tout cas sont les acteurs incontournables de la lutte et des mobilisations à l'hôpital. Vous avez complètement raison. Et on n'a pas non plus parlé de la deuxième vague qui arrive, qui est en train d'arriver, etc. Et dont tous les soignants disent aujourd'hui que en fait, ça va être pire que la première, parce que là, il n'y aura pas de renfort, parce que là, ceux qui sont venus remplacer, ceux qui sont venus prêter main forte pour la première vague ne viendront pas pour la deuxième vague, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont été dégoûtés de ce qui s'est passé derrière, d'avoir des applaudissements et des médailles, et puis finalement pas grand-chose de plus. Alors il y a quand même eu en effet les 183 € du Ségur de la santé dont tout le monde a parlé, mais concrètement ça fait pas grand-chose, et dans les services c'est toujours pareil. Et je parlais justement hier avec des responsables du collectif Interurgence qui disaient en fait on ne sent aucun effet du Ségur de la santé dans l'hôpital. Et là je n'ai jamais, la présidente qui disait j'ai jamais été aussi inquiète pour la situation de l'hôpital public qu'aujourd'hui face à cette deuxième vague. C'est un propos hyper optimiste pour finir la conférence, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Bien. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Si vous avez terminé les questions, je vous remercie. Merci beaucoup Fanny et Vincent pour cette belle conférence, très intéressante. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. De rien. Merci à toutes les personnes qui sont venues pour assister à cette conférence et pour les personnes qui ont posé des questions, évidemment. Merci aussi aux personnes qui sont sur le chat, qui nous écoutent via visioconférence, qui ont l'air très satisfaits. Que je n'ai pas vu, voilà, mais que je remercie de m'avoir. Voilà, ils vous remercient aussi. Ils expliquaient que c'était une conférence passionnante. Voilà. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.